Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Alors du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler de plusieurs de mes lectures où il y a de la romance ou qui sont un peu, décrits comme des romances et qui m'ont laissé un peu perplexe. Dans les 3 livres que je vais vous présenter, je sais pas trop comment j'ai été amenée à lire ces livres parce que, de manière générale, c'est pas des livres vers lesquels je me serais tournée. Mais, il y a quand même pas mal de choses à dire, faut dire la vérité. Donc bref, on va pas perdre plus de temps. Comme d'hab, avant de commencer la vidéo, si vous aimez les vlogs lecture, si vous aimez un peu les recos et cetera, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et à je crois que c'est le contraire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à activer la cloche et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, prenez votre thé, votre café ou un petit truc à grignoter et on y va! Bon, j'ai terminé récemment Automne au carré. Automne au carré, c'est une romance. Pour une fois, je lis une romance. Je me suis dit que, bah, je sais pas, c'est l'hiver, les fêtes de fin d'année, et cetera. Donc je voulais lire un truc un peu cheesy pour changer. Et Automne au carré, finalement, c'est quelque chose d'un peu cheesy, vraiment. Donc là, de ce côté-là, j'étais contente. Mais c'est également une romance qui m'a un peu surprise et un peu frustrée, un peu énervée. Mais bon, je vous explique un peu. Donc, Automne au carré, ça parle de deux personnes qui s'appellent Automne, parce qu'apparemment, c'est des prénoms courants maintenant, Automne. Automne, le garçon, c'est vraiment une personne très douce, il est très introverti. Voilà, c'est un gars bien dans ses baskets, qui fait de la danse, qui a pas trop d'amis, et cetera, qui a des objectifs, il veut devenir danseur étoile. Je pense qu'on dit ça comme ça, j'ai un doute. Je crois que c'est danseur étoile, oui. Il veut devenir danseur étoile et après on a Automne la fille, elle c'est une lycéenne et elle aime bien coucher avec tout et n'importe quoi. Et le respect, le respect, le respect, le respect, le respect, le respect, on communique dans le respect. Franchement, je sais pas quoi dire d'autre par rapport à sa personnalité parce que c'est pas quelque chose qu'on a vraiment creusé. Mais voilà, toute l'intrigue repose autour du fait que les deux vont se rencontrer par l'intermédiaire de l'ami d'Automne, la fille, et ils vont passer finalement une soirée ensemble. Ça va plus ou moins bien se passer, en tout cas ils vont voir qu'ils ont des atomes crochus. Malgré les petits atomes crochus qu'ils auront, cette soirée va finalement mal se terminer, ou en tout cas il y aura comme un quiproquo. Bref, tout commençait bien, mais ça on va dire ça se finit mal. Et du coup, toute l'intrigue repose autour du fait que Automne, le garçon, aura une opportunité professionnelle qui est à l'étranger, et on va chercher à savoir si ils vont avoir le temps de se retrouver pour vivre leur amour, etc. Ou au contraire, si il va accepter cette opportunité et laisser tomber Automne. Ou troisième possibilité, si il abandonne son opportunité professionnelle pour vivre son amour avec Automne. Et déjà, moi, le premier truc qui m'a totalement dépassée, c'est que tout se passe sur genre 10 jours, je crois, 10 jours à tout casser. En fait, ça va beaucoup trop vite. Moi, je suis pas sûre que dans la vraie vie, si tu as une opportunité professionnelle et que tu rencontres une meuf il y a 2 jours, que tu penses à genre tout abandonner ou que tu te concentres moins en fait sur tes compétences et l'amélioration de tes capacités pour décrocher cette opportunité professionnelle, vraiment, je pense pas du tout que tu lâches tout pour un plan cul, clairement. Donc ouais, tout va beaucoup trop vite parce qu'ils se rencontrent un soir et là, boum, ils vont se poser tout plein de questions. Ouais, mais imagine, c'est l'amour de ma vie. Oui, mais franchement, je m'entendais trop bien avec cette personne. Oui, mais Automne ci, non, mais Automne ça. Alors qu'en vrai, ils ont juste passé une bonne soirée ensemble. Après, ce n'est que des problèmes. Donc quand tu rencontres quelqu'un et que ça se passe bien une soirée, mais qu'après tous les jours qui suivent, c'est que des problèmes, généralement, t'abandonnes. Genre, je sais pas, moi en tout cas, j'abandonnerais. Pour moi, c'est la logique en fait. Ok, t'as passé un moment avec la personne, mais la personne, tu la connais pas en fait. T'es pas avec elle au quotidien, t'as juste passé un bon moment avec elle. Et eux, pour ce bon moment, en fait, ils vont remettre toute leur vie en question. Donc ouais, moi ça me semble un peu surréaliste. Si quelqu'un a déjà vécu ça, je suis tous oui, je veux écouter ton histoire. Parce que franchement, j'y crois pas trop. Aussi, il y a un truc qui m'a paru archi fou, c'est que leur vie est grave mouvementée. Donc comme je vous ai dit, tout se passe en l'espace de 7 ou 10 jours maximum. Et il y a un des protagonistes, Automne la fille, qui est en terminale. Donc moi, je sais pas, en terminale, je travaillais mon bac, je bûchais tous les soirs. Puis voilà, en fait, j'étais au lycée. Eux, en 10 jours, ils sont allés 4 fois au bar, 10 fois au restaurant.
Ils sortent tout le temps, ils rentrent chez eux à 3 heures du matin, alors que le lendemain, ils ont école. Ça les dérange pas, je sais pas, ça les dérange pas. Apparemment, leurs parents, tu 18 ans à peine, mais ça dérange personne que 17-18 ans même. Ça dérange pas du tout que tu rentres chez toi à 3 heures du matin, voire que tu ne rentres pas, parce que tu te découches et que tu dors chez quelqu'un et que tu viens juste à 7 heures récupérer tes affaires pour les cours et partir. Pardon, s'il y a des gens à 18 ans, qui ont une vie aussi mouvementée que celle de Automne, la fille, Automne le garçon a genre 20 ans, donc encore là je comprends. Mais s'il y a des personnes qui ont des vies aussi mouvementées que Automne la fille à 18 ans alors qu'ils sont au lycée, bar, soirée, découchés, blablabla, franchement, chapeau, vous avez une vie beaucoup plus mouvementée que moi à 28 ans. Après comme je disais, Automne, le garçon, c'est quelqu'un qui est très doux, qui est discret, il aime la danse, vraiment il est à fond dans la danse, il fait que ça, il fait que ça, il fait que ça. Alors que Automne, la fille, elle, bah, comme j'ai dit, elle a pas trop de personnalité et j'ai un peu l'impression que, l'autrice quand elle a rédigé le livre, elle a voulu, inverser les clichés de genre. C'est-à-dire que quand je pense à de la romance, je vois plus une fille, qui est douce, qui reste de son côté, qui a son petit groupe d'amis, qui se fait pas remarquer et plus le garçon, bad boy, brun ténébreux et cetera. Et là, en fait, elle a totalement inversé les choses. On a la fille qui est très casse-cou, qui couche avec, tout ce qu'elle voit, mais vraiment quand je dis tous les garçons qu'il y a dans ce livre, je pense qu'elle a couché avec. C'est pas une critique, c'est juste, en fait, c'est comme ça qu'on la présente, mais on montre pas autre chose de ce personnage. C'est vraiment juste, elle couche avec tout le monde, point. On n'a pas... Enfin, moi, j'aurais aimé que on ait un peu plus de substance pour la fille, parce que quand même, le garçon, on sent qu'il est... Voilà, je sais pas, il dégage quelque chose, il dégage de la chaleur, alors que la fille, franchement, elle fait juste chier. Du coup, j'ai un peu l'impression que l'autrice, elle a inversé les clichés de genre, mais quitte à jouer avec les clichés, au lieu de juste inverser les clichés, j'aurais bien aimé que, elle nous dise: «Ah bah généralement on va plus vers ci, bah attends je vais utiliser un élément, je vais jouer avec, je vais le retravailler» ou enfin je sais pas, j'aurais bien aimé qu'elle joue un peu plus avec parce que là j'ai trouvé que c'était prendre des clichés mais finalement pour mieux rentrer dedans et pour, je sais pas, ça m'a pas parlé en fait, ça m'a pas parlé. Surtout qu'il y avait tout un truc également autour du sexe et ça j'ai pas tilté. Après c'est ma sensibilité pour le coup, mais il y avait tout ce truc autour du sexe qui, une fois que tu as une relation sexuelle ou ça t'a changé, ça t'a grandi, tu as plus confiance en toi. En gros le sexe ça change tout dans ta vie, tu vois? Moi je suis pas du tout quelqu'un qui est sensible à ça. Moi je suis plus une personne qui dit: «Ouais, il y a du sexe» et enfin je sais pas, le sexe c'est du sexe, c'est comme un bisou, enfin je sais pas. Moi je suis pas du tout sensible à ce genre de choses. Du coup, voir qu'on utilisait le sexe pour dire qu'un personnage avait changé, qu'un personnage avait grandi, qu'avait pris de l'assurance et cetera, moi ça m'a vraiment dérangée, j'ai pas aimé ça. Et après, parce que ça faut en parler, le truc qui m'a le plus saoulée, parce que malgré tout ce que je dis depuis tout à l'heure, j'ai quand même bien apprécié l'histoire, ça se lit bien, comme je disais, il y a du rythme, on s'ennuie pas en fait durant la lecture, et puis même toute cette intrigue entre est-ce qu'ils vont réussir à se retrouver, est-ce qu'il va abandonner son opportunité professionnelle pour elle, est-ce que finalement il va l'abandonner elle, en même temps ils ont jamais vraiment été ensemble, mais est-ce qu'il va l'abandonner elle pour vraiment poursuivre son opportunité professionnelle. Donc on a envie d'avoir la fin, en tout cas j'avais envie d'avoir la fin, je tiens à vous préciser, j'avais envie d'avoir la fin, je lis une romance, je veux une fin. Et là, on avait une fin, franchement, ça m'a trop saoulée, on avait une fin, je vais vous la lire. Donc, la fin, littéralement, les derniers mots, ce sont: «Tout se trouble à nouveau et mes jambes se dérobent sous moi». Est-ce que ça vous semble être une fin qu'on peut attendre d'une romance? Je sais pas, franchement, j'étais tellement énervée quand j'ai lu la fin, je me suis dit: «Mais la seule fois où je décide de lire une romance, il faut que ce soit une fin en mode cliffhanger ou je sais pas quoi. Non, donne-moi une fin, purée!» J'avais pas signé pour un CDI, j'avais pas signé pour un contrat intermittent, j'avais signé pour un CDD avec ce livre. J'avais vu un livre de 160 pages, je voulais un début et je voulais une fin. Et là, je me retrouve à devoir lire la suite si je veux savoir ce qui se passe entre Automne et Automne. J'ai pas signé pour ça. La vérité, j'ai pas signé pour ça. Et rien que ça, en fait, ça m'a grave déçue de ma lecture parce que c'était pas signalé au début, en fait, que c'était un tome 1.
C'était juste le titre et puis fin, on continue. Donc moi, je me suis dit: «Beh, c'est parfait, c'est parfait pour lire de la romance quand on en a pas l'habitude. C'est le livre pas long, on n'a pas besoin vraiment de s'investir dans sa lecture, c'est juste on lit et puis c'est terminé». Et là, pas du tout. Il faut attendre un tome 2. Je sais pas quand le tome 2 sort. Est-ce que même, est-ce que le personnage de Automne, la fille, est assez développé pour que je puisse lire le tome 2, pour que je veuille lire le tome 2? Je ne pense pas. Et finalement, cette fin-là, bah, ça m'a tellement déçue. Je suis tellement restée sur ma faim à la fin. Désolée. Je suis tellement restée sur ma faim que bah, j'ai mis 3 étoiles au lieu de 4. Alors que, comme je disais, j'étais partie pour mettre 4 étoiles. Donc c'est que l'histoire, elle était quand même assez intéressante, ou en tout cas par rapport à ce qui était proposé et par rapport à ce que j'ai lu, ou ce à quoi je m'attendais en tout cas, c'est que c'était suffisant pour avoir 4 étoiles. Et là, j'étais tellement déçue par la fin, mais vraiment, fallait voir ma tête dans les transports. Quand je suis arrivée à la dernière page, j'étais en mode what? Et puis moi, je suis là, j'ai tourné les pages et tout. J'étais sur ma Kindle, donc je suis là, je continue de tourner en mode peut-être qu'il y aura une petite phrase de fin, tu sais, pour te permettre de t'expliquer ce qui s'est vraiment passé. Et en fait, non, c'était la fin, tu vois. Après, il y avait les crédits et tout, c'était fini. Donc j'étais en mode ok, super, merci. J'étais vraiment trop vénère, trop vénère. Donc oui, c'est un livre cheesy, il y a des stéréotypes. Je pense que les personnes qui aiment la romance apprécieront. Je pense aussi que quand on commence la romance comme moi et qu'on n'est pas trop dérangé par les stéréotypes, bah ça va. C'est pas une lecture prise de tête, franchement, je me suis pas du tout cassé la tête. Par contre, c'est qu'un tome 1, juste c'est qu'un tome 1, vous attendez pas à la fin que ce soit terminé. Donc si vous aimez les romances, les histoires cheesy, les personnages qui se prennent pas la tête et les intrigues où il y a quand même un petit enjeu, je pense que ça peut vous plaire, mais surtout, je le répète, il y aura plusieurs tomes. Donc c'est un CDI. Alors, je viens de finir Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë. J'ai lu ce livre pour 2 raisons. Déjà parce que je voulais mourir moins conne, disons la vérité, et lire un de ses romans parce que tout le monde en parle. Et la deuxième raison, c'est que bah, j'ai dit sur Insta que j'avais pas encore lu Les Hauts de Hurlevent. Et beaucoup de personnes m'ont dit « Mais comment ça, t'as pas lu Les Hauts de Hurlevent et Orgueil et Préjugés ?» Du coup, je voulais au moins lire un des deux. J'ai choisi Le Haut de Hurlevent parce que j'ai pas payé un centime vu que le livre était dans ma bibliothèque. Et j'ai une édition, parce qu'il faut la voir, hein. J'ai une édition de François Zir imprimée en 1978. C'était clairement une autre époque, on utilisait encore les francs. Et en plus, il y a ce petit ruban beaucoup trop cool qui sert de marque-page. Donc du coup, je vous ai écouté. Et j'ai lu Les Hauts de Hurlevent et j'ai beaucoup trop d'interrogations. Déjà, avant même de commencer l'histoire, on me propose un tableau généalogique totalement genre what the fuck. Dans ce tableau, tout le monde est marié et surtout tout le monde est mort en fait, j'ai pas compris. Puis en plus, ils font pas semblant dans leur mort, genre ils meurent super jeunes les personnages dans ce livre. Il y a plusieurs personnages qui sont morts avant leurs 20 ans. Et après coup, je me suis dit que ça expliquait quand même pas mal leur comportement. Parce que je pense quand on lit Les Hauts de Hurlevent, on a tendance à oublier qu'on suit des gosses orgueilleux et qui sont super capricieux. Mais en fait, ils ont juste 15-16 ans, donc ça explique peut-être ce comportement orgueilleux et capricieux, je sais pas. Alors avant de vous dire pourquoi j'étais totalement perdue, petit récap pour les personnes comme moi qui ont toujours entendu parler des Hauts de Hurlevent, mais qui n'ont jamais lu ou jamais pris la peine de savoir de quoi ça parle. Alors on va suivre Edgar et Elizabeth Linton qui sont frères et sœurs, et on va également suivre Heathcliff qui est plus ou moins leur frère adoptif. En gros, tu as le père Linton qui a trouvé Heathcliff enfant durant un de ses voyages. Il a eu de la peine pour le petit garçon qui errait sur le bord de la route, et il l'a ramené chez lui en mode c'est un cadeau. Voilà les enfants, regardez l'enfant que je vous ramène. Comme si c'était un chien, j'ai pas trop compris. Mais du coup, voilà, cadeau, Heathcliff débarque chez les Linton et Edgar prend plus ou moins immédiatement le seum contre Heathcliff sans que je comprenne vraiment pourquoi. Il va le détester, comme ça. Bref. Et de l'autre côté, on a une codépendance un peu bizarre qui va se créer entre Catherine et Heathcliff. Et un jour, on a Heathcliff qui en a marre de se faire bully par Edgar et de se faire friendzoner par Catherine. Et du coup, il va s'enfuir. Et des années plus tard, quand il va revenir pour se venger des Linton, de Catherine et Edgar, et de toute leur descendance. Ce qui est pas très joyeux, disons la vérité. Et en fait, tout ce petit seum, on le sent dès les premiers chapitres.
Genre, le chapitre 2, on est dans une impolitesse, un culot, je pense qu'on retrouve plus du tout en 2022 parce qu'on a Lockwood. Donc Lockwood, c'est le narrateur de l'histoire qui arrive chez Heathcliff, qui est maintenant genre un homme super aigri. Genre le gars, plus il vieillit, plus il est aigri, va comprendre. Et en fait, Heathcliff, il fait comprendre que OK, je t'ai loué ma maison, mais j'ai pas envie de t'accueillir chez moi, j'ai pas envie de t'offrir le thé. Si tu peux mourir dehors dans le froid, vas-y. Et en fait, il y a personne pour accueillir Lockwood. Il y a personne qui veut lui expliquer un peu comment fonctionne la vie dans cette ville. Et moi, j'avais envie de dire, mais en fait, Lockwood, pourquoi t'es arrivé dans cette ville? Pourquoi tu as loué un appartement chez eux? Pourquoi? Donc en fait, là, je suis à 20 pages du livre et on a déjà 25% des personnages principaux en plus, qui sont genre juste aigris, impolis. Et ça va être le mood du livre. Genre littéralement, plus t'avances, plus les gens sont aigris. Et en fait, les Hauts de Hurlevent, c'est vraiment ça. C'est genre le seum qui se matérialise en un livre. J'ai pas compris. On a Heathcliff qui veut se venger, qu'on l'a harcelé, et du coup, il décide de maudire les Linton. Mais genre, c'est pas seulement Edgar et Catherine, c'est genre littéralement toute leur descendance, donc leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Genre, je sais que le harcèlement, c'est un truc qui marque, mais est-ce qu'on a besoin d'aller genre aussi loin dans la haine et dans le traumatisme? Je ne pense pas. Sinon, on a aussi genre Catherine. Donc elle, c'est une tarée. J'ai pas compris. Pourquoi vous aimez des personnages comme ça? J'ai pas compris. Donc Catherine, elle respecte personne. Enfin, la meuf, elle accepte pas qu'on puisse lui dire non. Elle accepte pas qu'on puisse ne pas être d'accord avec elle. C'est le genre de personne, genre je suis pas pour la violence, vous voyez, mais c'est le genre de personne, je me dis, une petite claque comme ça peut pas faire de, ça peut pas faire de mal. Enfin bref, on est dans un livre où vraiment, j'ai pas compris pourquoi tout le monde était aigri et pourquoi tout le monde avait beaucoup plus d'énergie finalement pour rendre leur entourage malheureux que pour faire en sorte d'être eux-mêmes heureux ou pour même des fois manger, genre même des fois ils préféraient foutre le seum aux gens plutôt que manger, genre on arrive à un degré de seum et de haine qui est beaucoup trop élevé pour moi. Et c'est là où finalement c'est super important de se rappeler que ce sont des fucking adolescents dans ce livre, parce qu'en vrai il n'y a que des ados qui peuvent avoir autant d'énergie pour ce genre de bullshit. Genre vraiment, moi j'ai vu ça de ma vie que quand j'étais au lycée. Après il y a un autre truc, et c'est là où on va devoir parler français, vous et moi. Et je sais que tout le temps je dis ouais, on n'est pas là pour juger, etc., etc. Mais la vérité, j'avoue, je vous ai grave jugé. J'ai jugé toutes les personnes qui m'ont dit oui, les Hauts de Hurlevent, c'est une romance. Je suis désolée, je suis vraiment désolée, mais les Hauts de Hurlevent, ce n'est pas une romance. Je suis désolée, mais où est-ce que vous avez vu de la romance dans ce livre? Il n'y en a pas. Il y a des passages où effectivement Heathcliff et Catherine sont amoureux ou sont... Je sais pas qu'est-ce qu'ils sont, mais en fait on peut pas voir cette relation et se dire waouh que c'est un amour passionnel, genre je ne vous crois pas. Genre c'est vraiment tout sauf de l'amour en fait ce qu'ils font. OK, peut-être à la page 57, il y en a un qui a dit oui je t'aime, etc. Mais c'est pas parce qu'il a dit je t'aime en fait que c'est de l'amour. Je pense que je vais les répéter. Ce n'est pas de l'amour. Genre c'est une relation entre deux personnages qui ont énormément d'ego et qui veulent être la personne finalement qui domine dans le duo. En fait, c'est juste une histoire de pouvoir et d'obsession. Déjà, Heathcliff, parlons d'Heathcliff, dans cette relation-là. Le gars, il est égoïste et il est possessif. Encore une fois, on est dans une situation où le gars est beaucoup trop aigri pour moi, parce que Heathcliff, en fait, il préfère se mettre en danger. Il préfère mettre en danger Catherine, d'après vous qu'il aime. Hein. Il préfère du coup mettre les deux en danger pour s'assurer que Catherine est obsédée par lui, qu'elle pense qu'à lui, que c'est le centre de sa vie, plutôt que d'avoir une vie chill, relax, relation apaisée, etc. Je suis désolée, mais l'obsession et la domination, c'est vraiment pas la définition de l'amour, les gars. Genre, ça n'a rien à voir avec de l'amour. Et parlons également de Catherine, parce que Catherine, elle aussi, c'est un problème. Catherine, elle est possessive, elle est manipulatrice, et surtout, elle est folle. Il y a un moment, il faut dire les choses, cette meuf, elle est folle. J'ai détesté son personnage de la première page jusqu'à la dernière page. Et elle a un talent, pour le coup, parce qu'elle en a quand même un talent. Son talent, c'est vraiment de rendre les gens malheureux. Genre, toutes les personnes qui s'approchent d'elle finissent par être malheureuses, finissent par être mal dans leur peau. Et c'est pas genre, ouais, elle est maudite, etc. Qu'est-ce qui se passe autour d'elle et tout. Non, c'est pas ça le problème, en fait. C'est qu'elle apprécie rendre les gens malheureux. En fait, c'est une sorcière. Voilà, cette meuf, c'est une sorcière. Donc, en vrai, on pourrait dire quand même que Heathcliff et Catherine se méritent. Parce que les deux, ce sont des ordures, mais en fait, ça fait pas d'eux un couple.
ça fait pas des hauts de hurlevent une romance. C'est juste une histoire avec 2 personnes qui s'attirent un petit peu peut-être et qui, aiment se rendre malheureux et qui veulent se dominer, mais ça n'a rien à voir avec de la romance. En tout cas pour moi, ce n'est pas de la romance et ce n'est encore moins un couple. Bref, j'ai mis, 3 étoiles au haut de Hurlevent. J'ai passé un bon moment en vrai, c'était divertissant, mais après j'aurais quand même voulu qu'on aille un peu plus loin que ce que j'apprends à la première page, c'est-à-dire que personne ne sait, mais tout le monde est aigri. Mais après, on va dire la vérité, tu apprends quand même une chose dans ce livre, c'est qu'il vaut mieux apprendre à pardonner et ne pas se venger, même si la vengeance peut être un plat doux et amer, en vrai, ça sert à rien. Et le dernier livre que je vais présenter aujourd'hui et qui m'a laissé un peu perplexe, c'est Les après-midi d'hiver d'Anna Zerbib. Donc quand j'ai lu le synopsis de ce livre, j'étais pas forcément convaincue par l'histoire que j'allais lire, mais je me suis dit, ma foi, c'est un livre qui est court, il fait à peine 150 pages, donc je me suis dit que je vais pas trop perdre mon temps, même si je n'aime pas. Donc on va suivre une jeune femme dont j'ai pas le prénom, mais pour une fois, c'est pas de ma faute en fait, si j'ai pas le prénom, c'est juste que c'est une histoire qui est racontée à la première personne, donc il me semble qu'on ne nous donne pas le prénom, ou si on nous le donne qu'une fois. Donc c'est normal que j'ai oublié. On va suivre cette jeune femme qui va partir vivre au Canada avec son copain pour vivre un peu de nouvelles expériences. Elle veut reprendre ses études à Montréal et elle veut vivre en fait une première fois loin de sa famille. Sauf que durant le voyage, il va se passer 2 choses. Déjà, sa mère va décéder alors qu'elle est au Canada et elle va rencontrer un homme, Noah, qui va rapidement devenir son amant. Et du coup, il y a toute cette réflexion sur comment elle va surmonter le deuil de sa mère et si Noah va finalement devenir la personne, ou en tout cas être la personne qui va lui permettre de surmonter la mort de sa mère. Et en soi, je trouve que c'est intéressant de voir comment elle réagit aux différents événements qui se passent dans sa famille et qui se passent en France, alors qu'elle est au Canada. Parce qu'en fait, il y a l'océan qui sépare ces 2 pays, donc c'est facile de ne pas se tenir au courant de ce qui se passe dans son pays d'origine. Mais ça a pas accroché entre le livre et moi. Genre, il y avait 150 pages et c'était déjà 150 pages de trop, disons la vérité. Déjà, les personnages sont pas du tout intéressants. On est un peu sur une tranche de vie finalement. On va suivre la narratrice durant son voyage au Canada et elle va faire des rencontres. Donc finalement, j'avais besoin que les personnages soient intéressants ou en tout cas qu'il y ait quelque chose à dire de ces personnages vu qu'on va les suivre dans leur quotidien. Mais pas du tout. On suit pas trop ce qui se passe dans la vie de la fille. Ok, elle va rencontrer Noah, ok, elle retourne faire ses études, mais problème, on sait pas trop qui elle rencontre durant son cursus, on sait pas trop comment ça se passe durant son cursus, on sait juste qu'à un moment elle arrête d'y aller, et en fait on n'a jamais suivi un de ses cours, on sait pas si elle a apprécié, on sait rien du tout, il se passe rien en fait, on a cette information qui dit qu'elle part pour ses études, mais ses études sont presque inexistantes. Je me demandais ce qu'elle faisait concrètement de ses journées, et j'ai jamais su. Elle rencontre également Noah, du coup qui va devenir son amant, c'est pas un spoil, hein, on le dit déjà dans le synopsis. Donc elle rencontre Noah, mais Noah n'est pas intéressant et leur relation n'est pas du tout intéressante. En fait, à partir du moment où ils vont se rencontrer, elle va avoir genre comme une sorte d'obsession pour lui, mais on sait pas pourquoi elle est obsédée par lui. Après, j'ai pas envie de dire que toutes les obsessions s'expliquent, mais en fait, tu rencontres quelqu'un, cette personne devient ton amant et tu m'en parles pendant 150 pages. J'ai besoin de comprendre en fait ce qui t'intéresse chez cette personne. C'est dur à dire, mais j'ai besoin de savoir ce qui t'intéresse en fait. Et là, elle ne le dit pas, limite, elle explique que elle préfère ce gars quand il n'est pas là. Mais du coup, pourquoi c'est ton amant? Je comprends pas. Vraiment, ça tournait en rond cette histoire. Et du coup, pendant 150 pages, t'as l'impression que c'est 150 pages de vide. Surtout que le livre est supposé être quand même sur leur relation en fait. Dans le synopsis, on nous dit que elle est obsédée par ce gars depuis qu'ils sont au Canada, alors qu'elle est en couple, ça devient un secret, etc. Donc je m'attendais à un peu de tension, c'est-à-dire comment son copain va réagir quand il va apprendre qu'elle le trompe, ou est-ce qu'il va même savoir qu'elle le trompe, comment l'amant Noah, lui, va réagir, est-ce qu'il voudra une relation plus sérieuse, est-ce que ça va rester un plan cul, je sais pas, mais en fait, il y a zéro information par rapport à ça, limite le copain lui-même est inexistant, on le fait pratiquement jamais parler durant le roman, donc pourquoi on fait une sorte de triangle amoureux alors que finalement t'as l'impression que tout le monde s'en fout. L'amant, il s'en fout, de toute façon il n'est pas du tout présent dans le livre, on voit même pas du tout l'évolution de leur histoire, parce que finalement on voit pas leur histoire. Est-ce qu'il y a une histoire?
on ne sait pas, ou en tout cas moi j'ai jamais compris où allait leur histoire. Limite, leur histoire arrive à la fin du livre, sauf qu'il reste genre 10 pages. Donc pourquoi me parler d'une évolution alors qu'il reste 10 pages et ça fait déjà 140 pages que je m'ennuie? Je sais pas. Et le copain actuel, lui, est totalement absent, c'est-à-dire que on entend parler de lui peut-être sur 3 lignes durant tout le livre. Ça n'a aucun sens. Je sais pas pourquoi ce livre met autant d'importance dans la romance alors que tout est plat. Il y a également un truc qui m'a énormément dérangée, c'est qu'il y a des thèmes intéressants, comme je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que on va parler de deuil, on va parler du fait qu'elle se sente seule, et on va parler de sa relation avec un amant. Donc en soi, c'est des thèmes qui sont assez intéressants, sachant que ça se passe dans un endroit où elle n'a pas forcément d'habitude et où elle n'a pas... Oui, où elle n'a pas d'habitude, j'ai plus aller avec ma phrase. Mais là, en fait, on reste tout le temps en surface, mais genre tout le temps. C'est-à-dire le deuil de sa mère, ok, on sait que sa mère lui manque, on sait que ça l'a un peu traumatisée de savoir que sa mère est décédée alors qu'elle était au Canada. Mais on fait quoi avec cette information, encore une fois? Genre, en fait, on nous lance plein d'informations dans ce livre, mais on fait rien avec. Genre, littéralement, c'est tiens, il se passe ça, et puis après, tu te débrouilles, c'est toi qui crée ton histoire toute seule, parce que moi, en tout cas, je te donnerai pas l'histoire, ça n'a pas de sens. Mais par exemple, c'est tout bête, mais on sait pas comment sa mère est décédée. On peut peut-être avoir des théories sur la raison de la mort de sa mère. En tout cas, j'en ai, je vais pas vous la donner pour pas spoiler pour les personnes qui souhaiteraient lire le livre, mais c'est jamais dit clairement ce qui s'est passé. Et même, en fait, quelle est sa stratégie pour passer à autre chose. Elle dit qu'elle veut passer à autre chose, mais on voit pas l'évolution du personnage. Ce qu'elle dit au tout début du livre, comme quoi la mort de sa mère l'a beaucoup marquée, c'est ce qu'elle dit également à la fin du livre, la mort de sa mère l'a beaucoup marquée. Et on va pas plus loin. Donc du coup, durant tout le livre, on est un peu sur repeat. On dit toujours la même chose, ce qui est assez triste parce que finalement, il y a plein de thèmes qui sont inexploités. C'est dommage. Du coup, sans trop grande surprise, je pense, j'ai mis 1 étoile sur 5 aux après-midi d'hiver. La conclusion que j'ai de ce livre, c'est que j'aurais pas dû faire confiance à un personnage qui apprécie les hivers au Canada. C'est tout ce que je retiens en fait de ce livre. C'est une conclusion super triste et super bancale, je l'avoue. Mais c'est la seule que je peux vous proposer ici. En vrai, je pense que vu que je suis quelqu'un qui n'aime pas la romance, ça pourrait quand même être très drôle de lire des livres qui sont vraiment catégorisés dans la partie romance et voir s'ils me plaisent. Donc si vous avez des livres que vous souhaitez lire ou que vous avez beaucoup appréciés et qui sont de la romance, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et s'il le faut, je ferai un vlog sur genre je lis de la romance et on verra ce que ça donne. Si j'apprécie, s'il y a des tropes qui reviennent et qui me plaisent pas, on sait jamais. Peut-être qu'il y a des tropes qui vont au contraire me plaire. Déjà, je sais que le trope de la personne un peu folle et obsédée, c'est quelque chose qui me plaît, excepté pour les après-midi d'hiver. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, on se dit à la prochaine. Je vous envoie des cartes sucrées. Tchuss!